La riposte c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr. On peut déjà s'interroger en tant que média indépendant à Politici sur cette pratique qui consiste pour les journalistes qui composent le jury à célébrer des personnalités politiques. Mais surtout, cette année, c'est Jean-Philippe Tanguy que le jury a voulu honorer. Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement national de la Somme et président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale. De l'autre côté de la frontière en Belgique, il existe un cordon sanitaire médiatique qui empêche l'extrême droite d'avoir ses rondes serviettes dans les médias. Il a été lancé par la radio publique, la RTBF, il y a 30 ans, preuve que ça existe et que la pratique journalistique peut être ferme sur la question du racisme. Comment vit-on ce racisme médiatique lorsqu'on est sa cible privilégiée ? Quels effets ce racisme produit lorsque l'on en est victime ? Qu'est-ce qu'il transforme dans notre regard sur certaines populations stigmatisées ? Et comment, en tant que journaliste, peut-on résister face à ces biais racistes ? On va essayer de répondre à toutes ces questions, à vos questions et à celles du chat de David. Merci beaucoup, David Dufresne, de mobiliser aussi ce chat pour appréhender avec, dans cette table ronde avec vous, Daniel Obono. Bonjour. Vous êtes député dans la 17e circonscription de Paris, et ce depuis 2017 pour la France Insoumise. Iris Ouedraogo, bonjour. Vous êtes journaliste, documentariste radio. Vous préparez cette année, je crois, une série de podcasts pour Arte Radio sur votre grand-père burkinabé qui a été engagé dans l'armée française en 1940. Et vous êtes également la coprésidente de l'AJAR, l'association des journalistes antiracistes et racisés. Et enfin, Ulysse Rabaté, bonjour. Vous êtes chercheur en sciences politiques à l'université Paris 8 et vous enseignez à Rennes. Vous avez créé Kidam, une formation gratuite pour les jeunes des quartiers populaires. Et vous êtes aussi l'auteur de Streetologie, savoir de la rue et culture politique aux éditions du Commun. Je voudrais commencer avec vous la discussion, Daniel Obono, pour comprendre comment, en tant qu'élu noir, vous êtes confronté aux attaques racistes de certains médias. Et je voudrais revenir à cet épisode de juin 2017. On était à quelques jours seulement après votre investiture, je crois même 6 jours, donc moins d'une semaine. Vous étiez invité aux Grandes Gueules de RMC, émission connue pour sa nuance, et vous avez été sommé dans cette émission de dire « Vive la France », puisque vous aviez signé une tribune de soutien au rappeur Saïdou, auteur d'un titre antiraciste intitulé « Nique la France ». Vous n'étiez évidemment pas la seule signataire dans cette tribune, mais c'est à vous qu'on a demandé de proclamer « Vive la France » en plateau. Une question simple, comment vous avez vécu cet événement et quels effets a-t-il eu dans votre rapport aux médias alors que vous commenciez tout juste votre mandat ? Bonjour à tous et toutes, merci pour l'invitation à ce festival que je découvre et qui a l'air passionnant. Et sur ce sujet en particulier, pour moi, il y a 2 dimensions de l'expérience du racisme dans les médias. La première, donc, qui est illustrée par l'épisode, le premier parmi de nombreux autres épisodes que vous avez mentionnés, mais je voulais aussi parler d'une deuxième dimension, c'est-à-dire qu'il y a la surmédiatisation et la manière dont on va être surmédiatisé, et il y a une forme d'invisibilisation aussi, sur laquelle je voulais revenir. Mais sur la surmédiatisation, en fait, effectivement, ce qui est particulièrement violent, outre le fait que primo député, il y a peine d'arriver, de s'installer, c'est un des premiers plateaux que je fais, et à ce moment-là, y compris quand je suis interpellée, je suis un peu désarçonnée par la question, je ne comprends pas vraiment le sens, et y compris, je ne me rends pas compte à ce moment-là de la violence du propos. Je sors du plateau et en disant à mon collaborateur qui était venu avec moi que j'espère qu'ils ne vont pas m'accrocher la veste parce que j'ai dit à un moment donné un mot un peu familier, donc vraiment complètement pas du tout dans le
dans le moment ce qui est ressenti. Et en fait, c'est a posteriori, mais comme d'autres épisodes de ce même registre, que ce soit par rapport à l'article de Valeurs Actuelles quelques années plus tard, etc., c'est toujours avec un décalage, un certain décalage qu'on se rend compte de l'ampleur et qu'on intègre, y compris l'impact du propos ou du comportement raciste. Mais je pense que c'est aussi une expérience de toutes les personnes qui sont victimes d'une forme ou d'une autre d'agression, d'oppression, etc. Donc voilà, on le vit comme quelqu'un qui subit une violence et qui est à retardement, s'en rend compte personnellement et aussi politiquement, en fait, de ce qui se passe. Et donc, on va dire que c'est un apprentissage accéléré du monde médiatique, des biais du monde médiatique, et surtout du fait que c'est un espace qui n'est pas neutre et qui est un champ de bataille politique, parce que je pense que ce propos, au-delà de l'individu qui le tient et du moment, c'est un choix politique de le tenir. Donc il y a un récit et une narration qui dit qui a le droit d'être là, à quelles conditions on a le droit d'être là, et si on ne respecte pas et on ne rentre pas dans ces cases, ce qu'on subit et ce qu'on va subir, en fait, et ce qui va se traduire aussi dans l'autre versant par l'invisibilisation et la disparition. Et oui, et de manière assez frappante, on peut à la rigueur accepter que je sois présente si je me soumets à l'injonction et si je monte littéralement patte blanche en expliquant à quel point je suis reconnaissante qu'on ait bien voulu que j'existe dans cet espace-là. Donc voilà, il y a tout ce message et ce récit, mais qui est là aussi pas anecdotique, mais qui est celui qui est tenu, et ce discours qui est tenu à l'encontre de toutes les personnes racisées, pour faire vite, dans tous les espaces, pas simplement l'espace médiatique, mais dans le quotidien, dans les espaces professionnels, mais aussi dans les espaces familiaux, intimes, etc. Donc et j'allais dire, en fait, toutes les personnes qui vont être opprimées d'une manière ou d'une autre, c'est le discours dominant qui explique quelle est la place des uns et des autres, et il ne faut surtout pas remettre en cause cette place-là. Donc bon, tout ça prend un certain temps à s'analyser, à se comprendre, et puis surtout, ce qui est difficile dans ce moment-là, c'est quelle réponse on peut apporter en étant, en fait, y compris quand on est une figure politique, un ou une responsable politique, ou d'une certaine manière, on va considérer que ça fait partie du jeu, entre guillemets, et c'est normal qu'on fasse l'objet d'interpellations et qu'on doit accepter un peu ces règles. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez pernicieux dans cette mentalité. Et puis, en fait, il y a un côté vis-à-vis de l'espace médiatique où on ne contrôle pas et on n'a pas, en fait, on n'est pas du tout dans le même rapport de force. C'est-à-dire que la capacité des médias à pouvoir dire, produire et reproduire une même séquence ou y compris commenter. Et en fait, vous avez beau vous exprimer sur vos réseaux ou dans des écrits, ça n'a aucune comparaison avec la force de frappe médiatique où les uns et les autres peuvent commenter, revenir. Enfin voilà, le discours. Donc c'est très difficile de pouvoir réagir à ce discours dominant massif. Mais voilà, c'est l'engagement politique en soi, en fait, et l'engagement politique antiraciste et la réponse collective à apporter à ça et le rapport de force à produire face à ce type d'événements, parce que c'est pas une question, c'est moi, ma personne qui est cible, mais le message, il s'adresse plus largement, et donc la réponse, elle doit être de ce même ordre, je crois. Et justement, parmi les réponses qui vous sont possibles, 3 ans plus tard, c'est avec Valeurs Actuelles, vous l'avez
mentionné où il y a ces caricatures, et pour le coup, là, vous décidez de porter plainte, vous engagez une procédure judiciaire. Qu'est-ce qui vous a conduite à justement engager cette procédure? Qu'est-ce que vous attendiez de la justice? Alors moi, je ne vois pas ce qu'il y a dans l'affiche, comme je suis derrière. Ok, donc on est avec des personnes d'extrême droite, visiblement. On peut peut-être les inviter à sortir. Bon, on peut voir que si les messages passent, c'est le nombre qui fait la force. Donc merci à vous d'avoir fait partir ces personnes. Comme quoi, quand on parle de racisme et d'antiracisme, l'extrême droite rapplique pour... C'est un trigger pour eux. Ouais, exactement. Il y a déjà des questions sur le chat. Peut-être qu'on peut les prendre maintenant. Il y en a pas encore, mais le chat dit bravo le public, voilà la bonne réponse. Donc voilà, le chat vous remercie. Bon bah merci aussi au chat. Mais pour l'instant, le chat préfère vous écouter Daniel, écouter les intervenants, et ensuite il y aura des questions. Ok, parfait, merci David. Alors la réponse, ouais, voilà. La réponse vous décidez de porter plainte. Ça vient aussi pour moi en tant que députée, je suis membre de la commission des lois qui s'occupe des problématiques de justice, police, droit et liberté fondamentale. Et c'est vrai qu'a priori, ce n'était pas le champ, ni mon champ d'expertise entre guillemets militante, en tout cas ce que j'imaginais. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup appris dans le cadre de ce travail au sein de la commission des lois. Et d'une certaine manière, je me suis réapproprié le droit, dont je ne suis absolument pas spécialiste, j'ai pas du tout de formation de juriste, donc c'était en tant que militante politique, en plus c'est pas vraiment des sujets sur lesquels je suis familière, même si je suis par ailleurs militante antiraciste, mais en fait la question du droit et de la justice n'était pas quelque chose avec laquelle j'avais une affinité particulière, et en fait je me suis rendu compte que c'était une arme individuelle et collective. C'était le droit et l'évolution du droit était le produit de nos luttes, des luttes des premières personnes concernées par toutes les formes d'oppression, et que s'il avait... Alors c'est là aussi un champ de bataille, de lutte de classe, etc. C'est pas neutre, mais tel qu'il existe aujourd'hui, c'est aussi une arme, et ça peut être une arme. Et donc, en fait, c'est en évoluant aussi dans ce rapport au droit, à la justice, etc., que je me suis rendu compte de l'intérêt, l'importance de s'en saisir pour à la fois se défendre, se protéger et se défendre, mais aussi pour envoyer un message non seulement aux racistes, mais aussi aux personnes victimes au quotidien d'une forme ou d'une autre de racisme, en rappelant quand même que, et ça rajoute aussi peut-être à la responsabilité, c'est que moi je me trouve dans une situation privilégiée de pouvoir faire aussi usage de cette arme, de pouvoir m'en saisir, d'avoir les moyens financier de pouvoir le faire. Et ça, c'est aussi un enjeu, de se rendre compte à quel point l'accès à la justice, l'accès au droit est devenu difficile pour les victimes, notamment sur la question du racisme, mais on pourrait parler des questions de sexisme, etc. Je pense que vous connaissez ça, mais voilà, c'est aussi un enjeu de pouvoir en faire à un moment, en tout cas d'essayer d'en faire, parce que pour le coup, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a eu peu de médiatisation en fait,
des médias en ont parlé, mais sans permettre que ce soit un espace de débat où moi je puisse intervenir, en gros, que ce soit sur Valeurs Actuelles ou dernièrement encore sur la condamnation de Zemmour, etc. En fait. Mais l'objectif, c'est aussi que ça puisse donner l'occasion de pouvoir non seulement faire connaître la nécessité de se saisir, et puis aussi porter l'attention sur le fait que peu de gens en fait ont l'opportunité de le faire parce que ça coûte de l'argent, parce que c'est des obstacles, parce qu'il faut, voilà, c'est long, c'est des processus longs, etc. Et donc oui, j'ai pas mal évolué sur ça, et je pense que il faut pouvoir, et ça fait partie du travail qu'on a entamé en termes de propositions législatives aussi, sur la nécessité d'avoir un code de la non-discrimination. Enfin, il y a des outils, en tout cas la nécessité d'améliorer les outils du droit et la capacité d'action collective aussi dans ce domaine-là, notamment. Donc c'est une manière de répondre, pas la seule, bien évidemment, mais je crois que c'est un outil aujourd'hui dont on doit se saisir, se réapproprier, s'en emparer, parce que c'est pour ça qu'on a obtenu aussi des victoires en matière de reconnaissance dans le droit, de la non-discrimination, de la question de la lutte contre le racisme, et on doit s'en saisir plus que jamais, je crois. Iris Ouedraogo, avec l'association des journalistes racistes et racisés dont vous êtes la coprésidente, antiraciste, pardon, c'est le passage de ces personnes qui m'a troublé. Vous participez à soutenir les journalistes racisés dans les rédactions et à lutter contre les productions racistes. Comment s'est créée cette association et pourquoi c'est important d'avoir un regard critique à la fois sur les productions médiatiques, mais aussi sur la manière dont elles sont rendues possibles au sein même des rédactions? Merci de m'avoir invitée déjà, et je suis contente parce que je viens de Bordeaux, et pour ceux qui connaissent, j'ai grandi à Sèche-Fort-Manoir en cité, donc je suis contente d'être ici, ça me fait plaisir. Oui, alors l'AJAR a un peu plus de 2 ans maintenant, et à la base c'est une association qui s'est créée un peu par besoin de se sentir moins isolé en tant que journaliste, parce que on est souvent un peu les seuls dans nos rédactions. On peut parfois être 2-3, mais on se sent souvent un peu seul face au racisme et aux discriminations. Donc au départ, c'était surtout se réunir entre nous, avoir un espace de soutien et de parole, et puis se sentir moins seul face à ce qu'on pouvait vivre en rédaction, sur le terrain, la discrimination aussi à l'embauche, etc. Et puis, on a grandi assez rapidement, et je pense qu'on est aussi un peu venu combler un vide et un besoin sur ce sujet-là. Le racisme dans les médias et dans les productions journalistiques, c'est pas du tout une nouveauté, mais le fait que des journalistes racisés se revendiquent tant que tels et aussi se revendiquent antiracistes, je pense que c'était un besoin aussi pour le public. En fait, on s'est rendu compte que la réception était plutôt bonne. Et du coup, on a décidé de devenir public à travers une tribune qui a été publiée sur le site de Libération 2023 et qui a été signée par des personnalités du monde des médias et aussi une centaine de journalistes peut-être, et des syndicats, etc. Et en fait, petit à petit, on a commencé à faire ce travail de critique médiatique, donc aussi d'exposer au public le fait que dans les productions journalistiques, il y a des biais. Même dans les médias de gauche, il y a des biais racistes qui sont présents, parfois conscients et parfois inconscients, mais en tout cas, l'idée, c'était de montrer qu'on pouvait proposer un autre journalisme et que c'était assez facile et accessible aussi de travailler avec des journalistes racisés, parce que c'est beaucoup ce qu'on peut entendre dans les rédactions en chef. On aimerait diversifier notre rédaction, mais on n'en voit pas, on n'en trouve pas, on ne sait pas où ils sont, ils se cachent. Et en fait, l'existence de l'AJAR prouve qu'on est visible, on est présent, on est plus de 200 membres. Donc en fait, il y a plein de journalistes racisés. C'est juste que souvent, ils sont précaires, donc ils travaillent de chez eux, ils sont pigistes, donc on ne va pas forcément les voir beaucoup en rédaction. Ou alors ils sont à des postes pas très élevés, donc c'est difficile aussi d'aller recruter d'autres personnes. Donc voilà, l'idée c'était de montrer qu'on est présent dans tous les médias, dans toutes les spécialités, et on peut nous embaucher assez facilement finalement.
Voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que les rédactions étaient encore assez timides sur le sujet du racisme et que même des médias avec qui on aurait pu se dire c'est assez simple de travailler ensemble parce qu'on est raccord sur les valeurs, sont pas forcément hyper à l'aise encore avec ce sujet et encore moins avec le sujet de la diversité, entre guillemets, dans les rédactions. Et là, pour l'instant, ce qu'on arrive surtout à faire, en fait, c'est intervenir dans des écoles de journalisme, beaucoup à la demande des étudiants, moins à la demande des directions des écoles, mais un petit peu, de plus en plus, parce que les nouvelles générations de journalistes ont envie de se former aussi à la critique antiraciste dans les médias, à faire attention à comment est-ce que je vais aborder un sujet, comment est-ce que je vais aborder telle ou telle source. Il y a une vraie curiosité qui avait peut-être pas, en tout cas moi quand j'étais à l'école, c'était il n'y a pas si longtemps, mais c'était pas un sujet qui était abordé comme ça. Et donc on intervient beaucoup auprès des jeunes étudiants pour qu'ils partent en rédaction avec une base assez solide sur l'antiracisme. Ces enjeux de formation, ils sont super importants, ils sont très actuels aussi parce qu'en face, entre guillemets, dans le camp de l'extrême droite, ils investissent aussi ces enjeux de formation. Deux choses que je voulais rappeler, en novembre dernier, il y a des investisseurs marqués à droite, dont Bernard Arnault, Bolloré, la famille Dassault, etc., ont repris les rênes de l'ESJ. C'est la plus vieille école de journalisme au monde. Et en 2018, l'extrême droite a créé même sa propre école de journalisme avec le lancement de l'Institut libre de journalisme. Quand vous intervenez dans les écoles directement, vous dites que c'est plus à l'initiative des étudiantes et étudiants que les directions d'école. Mais justement, ces directions-là, comment elles vous voient? Est-ce que vous pouvez tenir un discours donc antiraciste devant elles et eux, ou est-ce qu'on vous dit qu'il faut rester dans les clous, etc. En fait, notre façon d'intervenir dans les écoles, c'est qu'on fait une présentation de l'association et en amont, on diffuse un questionnaire anonyme sur est-ce que tu as déjà été victime de racisme à l'école, en rédaction, comment est-ce que ça s'est passé après, etc. Donc globalement, c'est en 2 temps. Il y a ensuite un temps de discussion sur ce que peuvent vivre les étudiants et étudiantes racisés ou non racisés et sur le racisme dans le journalisme. Et moi, j'ai pas l'impression que les directions d'école nous brident ou quoi que ce soit sur le discours. Et je pense que globalement, ils sont assez contents quand on est là, que le sujet soit emparé par des gens qui peuvent le faire, parce que c'est toujours un peu gênant, un peu sensible de parler de racisme. Et puis, on a un peu l'impression dans le journalisme qu'on est un peu en dehors de ces problèmes-là, quoi. Entre personnes progressistes et surtout dans les médias de gauche, on a l'impression que c'est pas un problème. Et donc souvent, c'est un peu gênant, difficile de l'aborder. Donc je pense que le fait qu'on arrive pour le faire est plutôt utile pour les directions d'école. Après, sur les actions qui sont mises en place par la suite, après notre venue, là, voilà, c'est pas toujours hyper... comment dire ? Il n'y a pas forcément des actions hyper concrètes qui sont mises en place derrière pour l'instant. Et de toute façon, à la JAR, on aimerait aussi remettre un peu en question ce système de grandes écoles, de formation d'élite journalistique, qui fait qu'il y a une grande majorité de la population qui n'a pas accès en fait, à ces études. Pour rentrer dans une école de journalisme, il faut passer un concours qui est très sélectif. Il faut avoir une culture générale bourgeoise, blanche, toutes les cultures minorisées sont pas du tout mises en valeur en fait dans ces concours. Et puis du coup, quand on regarde les promotions, les photos des promotions dans les écoles de journalisme, c'est très blanc. C'est très difficile d'accéder en fait à ce métier. Donc pour nous, il y a un problème à la base dans le recrutement et dans la formation au journalisme en France, qui fait que même si on intervient, il faudrait qu'on puisse arriver aussi en amont et que le métier soit accessible à plus de personnes différentes. Et moi, j'ai réussi à accéder au journalisme parce que j'ai fait une prépa égalité des chances, qui fait qu'en tant qu'étudiante boursière, j'ai eu le droit à une formation pour me préparer au concours et aussi à ce qu'on me paye les concours. Parce que les concours aux écoles, en entrée en école de journalisme sont payants. Donc c'est aussi un filtre hyper important en fait entre racisme, classisme, etc.
C'est une question de légitimité aussi, puisque le monde médiatique est surtout en majorité blanc. Peut-être qu'il y a une forme d'invisibilisation. Vous en parliez même côté politique, Daniel Obono. Ulysse Rabaté, vous disiez tout à l'heure, Iris, vous parliez d'angles à traiter, etc., dans vos formations. Justement, vous, Ulysse, vous avez beaucoup travaillé sur les quartiers populaires et notamment sur la manière dont ils sont vus, dont ils sont perçus comme des espaces naturellement soit violents, soit dépolitisés. Jusqu'à quel point les médias portent une responsabilité sur cette perception ? Bon, déjà, merci beaucoup de l'invitation. Merci aussi pour la performance là, des comédiens comiques là, qui sont venus tout à l'heure. C'est des champions chez vous. Hein. Je ne sais pas si c'est... Bon. Sur la question de la responsabilité médiatique, c'est vrai que c'est quand on enquête dans les quartiers populaires, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que la question des médias, c'est presque le premier motif de colère, même avant les politiques, c'est d'abord la colère contre les médias. Hein. Voilà, il y a cette fameuse scène du film La Haine là, que à mon avis beaucoup d'entre vous ont en tête, où ils jettent les journalistes là, du quartier en disant c'est pas Torcy ici. Bon, c'est vrai que cet imaginaire-là de l'idée de journalistes qui viennent aux zoos dans les quartiers populaires, c'est quelque chose qui est encore très répandu et d'une certaine manière, j'ai envie de dire que c'est une analyse qui est faite en fait à l'échelle de la société et pour le coup, dans ces fractions-là des classes populaires, une analyse assez juste qui est qu'il y a dans les modes de domination symbolique qui frappent les quartiers populaires, le champ médiatique a une très grande responsabilité, une responsabilité qui est, je pense, structurée par plein de choses différentes. Ce dont Iris a parlé là juste avant moi, c'est important parce qu'il faut aussi se rendre compte que dans la stigmatisation des quartiers, c'est aussi parce que sociologiquement, chez les journalistes, il y a une grande méconnaissance des quartiers populaires, une peur aussi d'y aller. Hein, moi, en tant que militant, quand je rencontre beaucoup de journalistes que j'amène dans les quartiers, ils disent souvent qu'ils aimeraient bien y aller, mais que dans les rédactions, personne ne veut y aller. Ça, c'est une réalité aussi. C'est important de le dire parce que je pense qu'il y a aussi une question matérielle qui est qu'il y a une très faible connaissance des quartiers populaires dans la société française et d'une certaine manière le champ médiatique illustre ça, voire l'hypertrophie un petit peu du fait de la sélection sociale des journalistes. Donc ce qui est sûr, c'est que je pense que la responsabilité médiatique, elle est pas à discuter. Je veux dire, il suffit de voir, par exemple, comment ont été traitées encore en 2023 les émeutes des quartiers suite au décès du jeune Naël, déçu d'une rencontre avec la police à Nanterre. Bon, on est encore quand même dans une représentation des quartiers populaires et des jeunes des quartiers, des Noirs et des Arabes des quartiers, comme une classe dangereuse, avec tout un imaginaire qui est en fait l'imaginaire de l'extrême droite, mais qui est en fait l'imaginaire plutôt traditionnel quand on traite des quartiers populaires dans le champ médiatique. Donc ça, je pense que c'est un petit peu un fait. Ce qui est intéressant, à mon avis, à observer, c'est comment quand même dans la société, il y a une forme de réponse, de résistance à ces représentations-là. Et je pense que là, pour le coup, c'est un des acquis de ces dernières années. Quand on regarde, par exemple, dans le débat public, la manière dont ont été traitées les émeutes de 2023 par rapport aux émeutes de 2005, on voit quand même que dans ce qu'on appelle en sciences sociales la conversation publique ou la conversation dans l'espace public, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de contre-discours à l'égard justement du discours médiatique dominant, de la stigmatisation. On voit bien que déjà les réseaux sociaux quand même produisent aussi un discours alternatif qui, pour parler comme Gramsci, qui ferait une sorte de contre-hégémonie quand même à l'égard du discours de domination en direction des quartiers. Et au-delà même de tout ce qui se produit sur les réseaux sociaux, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce qui émerge dans la société, notamment ce qui émerge dans les quartiers populaires en termes de discours, ce qui devient visible grâce aux réseaux sociaux, imprègne quand même certaines rédactions médiatiques, ce qui fait que, paradoxalement, 2023 a quand même été aussi un moment où, en face du discours de stigmatisation, il y a eu quand même, dans le champ médiatique, un contre-feu beaucoup plus fort que ce qu'on avait vécu en 2005. Et c'est ce qui fait que, dans le champ politique aussi, on aura le temps d'en parler, il y a aussi des organisations politiques qui ont peut-être pris davantage leurs responsabilités en 2023 que ce qu'on avait vécu en 2005 à gauche, et ça a aussi joué. Mais je pense qu'il y a quand même eu un contre-feu, ce qui fait par exemple tout le débat qu'il y a eu autour de la question entre émeute ou révolte, etc. C'est la question de la dimension politique de ce qui était en train de se passer est quand même venue tout de suite dans le débat public et tout de suite dans les discussions, y compris dans les médias. Et ça, c'est vraiment une différence entre 2023 et 2005. Et je pense que c'est un signe quand même que
y compris dans le champ médiatique. Bon, voilà, c'est toujours pareil. Dans ces cas-là, c'est structurel. Hein, c'est pas parce que les journalistes sont gentils qui traitent mieux les quartiers. C'est que je pense qu'il y a quand même une pression de la société française, et notamment de cette, moi, de ce que j'appelle la streetologie, donc cette culture des quartiers populaires, qui, d'une certaine manière, influence beaucoup plus la production médiatique. Et donc, je pense qu'il y a quand même certaines évolutions qui ne sont pas grâce aux rédactions, mais qui sont plutôt grâce à ce qui se passe dans la société et ce qui pousse le champ médiatique sur sa gauche, on va dire. Et une question que je voulais vous poser aussi, Ulysse, c'est la manière dont les médias, ou une certaine partie des médias, ont tendance à catégoriser, ou à catégoriser en fonction des échelles de valeurs qui leur sont propres, tel habitant ou tel habitant de quartier populaire. Je pense notamment au Covid, où beaucoup de médias ont fait de nombreux sujets sur ces habitants de certains quartiers qui se démenaient pour aider tel ou tel habitant. C'était le bon habitant des quartiers populaires, celui qui dédie sa vie à l'aide pour lutter contre la précarité. À l'inverse, comme vous venez de le rappeler, par rapport aux révoltes qui ont suivi la mort de Nahel Merzouk, là, en l'occurrence, on était avec des habitants, parfois sans doute les mêmes, mais qui étaient vus comme étant de dangereuses personnes anti-police. Le racisme dans les médias, il s'exprime aussi dans le fait de dire qui est légitime pour parler, qui est légitime pour revendiquer une cause politique, avoir une idée politique, et qui ne l'est pas. Je pense que c'est un exemple très, très intéressant ce dont tu as parlé, parce que c'est vrai que quand on observe le traitement médiatique des quartiers, c'est vrai que le Covid, ça a été un moment intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs articles où tout d'un coup, voilà, les jeunes des quartiers populaires, c'était devenu... je ne sais pas comment dire, un peu, moi j'appelle ça un peu un doudou, quoi, pour tout un tas de journalistes, c'est-à-dire qu'ils avaient tellement rien à se mettre sous la dent du côté de l'action politique, vu qu'il faut le dire, la société française sous le Covid était quand même plutôt tétanisée. En fait, les seuls lieux où il se passait quelque chose, c'était les quartiers populaires et ces initiatives de solidarité qui tout d'un coup voilà, ont été hyper valorisées. Et voilà, tu as très bien fait de le rappeler, Hugo, c'est que c'est vrai que moi, dans mes enquêtes sur les initiatives de solidarité dans les quartiers populaires, en fait, j'observe que les réseaux justement qui sont mobilisés pendant la crise sanitaire, notamment dans tout ce qui était solidarité, aide alimentaire, etc. C'est les mêmes réseaux, y compris c'était presque pour certains quartiers, c'était les mêmes boucs WhatsApp qui se sont mobilisés en 2023 pendant les émeutes et donc pour réagir à la mort de Nahel. Et donc du coup c'est vraiment intéressant parce que là c'est vrai qu'on a deux traitements complètement opposés pour une réalité matérielle qui est la même, c'est-à-dire des groupes, des individus ou des groupes, mais c'est beaucoup des groupes, qui identifient une cause qu'ils considèrent comme légitime pour se mobiliser. Donc soit la crise sanitaire et l'isolement de certaines familles dans le quartier, soit la mort d'un jeune dans une ville voisine. Donc ils identifient une cause et ils se mobilisent. Donc c'est à peu près la même chose. En effet, c'est pas que les mêmes jeunes, parce que c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes dispositions parfois à partir en émeute qu'à distribuer la nourriture. D'ailleurs, ça c'est aussi un phénomène qui est intéressant, c'est dans toutes les nouvelles générations d'initiatives solidaires, c'est beaucoup des femmes, beaucoup des jeunes femmes, et beaucoup des jeunes femmes aussi qui mobilisent à la fois un répertoire religieux et un répertoire politique, souvent un peu dans le même cadre d'analyse. Ça, les médias ont un peu du mal aussi à le traiter. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a vraiment une similitude dans les initiatives et dans ce qui les motive, mais par contre dans le traitement, on est dans un traitement opposé, puisqu'en effet d'un côté c'est voilà, le monde des bisounours et ces banlieues argentis qui aident la grand-mère à porter ses courses, et puis de l'autre côté c'est les jeunes encagoulés qui brûlent l'école où sont leurs petits frères et comment ils peuvent faire ça, etc., etc. Et donc du coup c'est vrai que là l'intérêt des sciences sociales dans ces cas-là, c'est d'observer qu'on est quand même dans des processus de politisation et de prise de position politique en fonction vraiment d'une analyse qui est quand même assez réflexive quand même de ce qui se passe à l'échelle des quartiers populaires. Peut-être qu'on reviendra un peu plus tard aussi sur la question de la légitimité. Je pense que vous avez beaucoup à dire. Il y a une lumière rouge à ma droite. Est-ce que, David, tu as une question pour le chat ? Vache, il y a plein de questions en réalité. Je vais les sélectionner. Alors, il y a une question pour Iris qui va peut-être dissiper un malentendu. Est-ce que la JAR recrute,
hein. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que vous êtes un pôle emploi ou pas Et d'autres questions plus sérieuses, c'est est-ce que depuis 2 ans, depuis votre tribune, est-ce que vous considérez que les médias ont pris la mesure de ce qui se passe? Il y a Stress Boy qui s'adresse à Daniel Obono, mais ça pourrait s'adresser en fait à vous tous et à vous toutes. Aujourd'hui, y a-t-il des dispositifs dans les milieux politiques pour accompagner des personnes racisées à faire leur premier pas face au racisme? On pourrait poser la question, est-ce qu'il existe des dispositifs dans les grands médias pour accompagner les personnes racisées à faire face au racisme? Et il y avait aussi une autre petite question de Chad qui vous demande où en est le combat des journalistes auprès de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels pour porter le voile sur leur carte de presse. Alors Iris, il y a beaucoup de questions pour vous, je pense. Je me souviens plus de la première question. Ah oui, non. Est-ce que tu recrutes? Si un mécène a envie de nous financer, on veut bien créer notre propre média, ça irait plus vite, je pense. Non, mais en fait, on ne recrute pas la JAR, mais par contre, le but de la JAR aussi, c'est que c'est un réseau d'entraide. Donc, lorsqu'il y a des annonces de jobs, on va se relire nos CV, nos lettres de motifs, on va partager des offres d'emploi, on va tous se tirer un peu vers le haut, et c'est l'idée de se créer notre propre réseau, parce qu'on est exclu parfois du réseau journalistique. Et le journalisme, c'est encore un monde qui fonctionne beaucoup au réseau. En fait, il y a peu d'offres d'emploi qui sont publiques. Les gens recrutent des gens qu'ils connaissent ou demandent à quelqu'un, est-ce que tu connais pas quelqu'un que je pourrais recruter? Et donc, quand on n'est pas dans le réseau de base, on est exclu en fait des offres d'emploi. Donc on essaye de se créer notre propre réseau à nous, mais on ne recrute pas encore. Voilà. Il y a je sais plus ce que c'était. Une question sur l'entraide aussi dans les rédactions. Et est-ce que vous êtes accompagné? Je pense qu'on pourra poser la même question sur la politique après. Oui, non, il n'y a pas du tout dans les rédactions de mesure de ce que c'est que d'être un journaliste racisé en 2025. Et malgré le fait que on a vécu une année 2024 super difficile, les personnes racisées et les journalistes racisés, parce que en plus de vivre le racisme, on doit le traiter dans notre travail en fait, et sur le terrain on le vit aussi. Les rédactions ne le prennent pas du tout en compte, et je pense ne prennent pas la mesure de la difficulté que c'est psychologiquement. Nous, on fait des groupes de parole assez régulièrement dans l'asso, et avec tout l'épisode depuis le 7 octobre, on a eu beaucoup de moments à la JAR où on a eu juste besoin en fait, de parler de ce qu'on vivait en rédac, c'est-à-dire les personnes musulmanes ou alors perçues comme musulmanes qui sont exclues de certains sujets parce qu'on considère qu'elles sont militantes, qu'elles ne sont pas neutres sur le sujet de la guerre à Gaza. Même parfois des acteurs racistes en fait se faire fouiller à l'entrée de sa rédaction parce qu'on est perçu comme arabe. Il y a eu beaucoup d'incidents super graves en fait depuis cette période-là, et les rédactions, je pense, n'en prennent pas du tout la mesure. Et la présence de la JAR, peut-être pour poursuivre un peu cette question-là, est-ce qu'elle signale aussi la faiblesse ou les angles morts des syndicats de presse qui peut-être vous accompagnent pas ou sont moins traversés? Alors ils sont pas là pour répondre à cette question. Oui, alors on travaille avec eux pour le coup, et je pense que depuis le début, on a vraiment essayé d'être en collaboration et de pas se substituer au travail des syndicats. Et on est beaucoup à être syndiqués à la JAR. Moi, je suis au SNJ-CGT. Et on essaye vraiment de travailler ensemble. Après, c'est vrai que parfois, il y a des termes sur lesquels on ne va pas être d'accord. Le terme racisé, il est encore très compliqué en fait, pour toute une génération de militants d'extrême gauche ou de gauche. Et rien que ça, c'est une crispation. Donc du coup, il y a des conflits, on n'est pas toujours d'accord. Après, c'est intéressant parce qu'on discute. Voilà. Parfois, on discute un peu vivement, mais on est dans la collaboration, et on incite énormément nos membres à se syndiquer dès lors qu'ils ont un souci en rédaction, à aller voir les délégués du personnel et à ce qu'on travaille ensemble, quoi. Daniel Obono, sur cette question de l'accompagnement, de la préparation des députés dits racisés à l'Assemblée nationale par rapport aux médias aussi. Enfin, est-ce que vous êtes préparé à
à opposer une parole audible face à des attaques racistes dans les plateaux télé, à la radio ou en presse écrite? Non. Mais parce que, en fait, nous, je parle pour notre groupe, je pense que c'est une expérience différente avec des forces politiques qui ont des groupes depuis plus longtemps, même si, on va dire, la diversité socioculturelle n'était pas folle. Mais par exemple, il y a un sujet, moi, qui m'a toujours interpellée, où je vais y aller un peu de manière trash, mais en fait, les seuls noirs qu'il y avait à l'Assemblée d'élus, ce sont pendant longtemps les députés ultramarins. Mais qui, en fait, par exemple, n'existent quasiment pas, jamais, dans le champ politique, etc. Et on a vu dernièrement quelques-uns, mais c'était par exemple sur Mayotte, la députée de Mayotte, mais parce que c'était Mayotte et il a fallu un cyclone et ce qu'on sait pour qu'elle ait une parole au niveau national. Mais du coup, voilà, je n'ai pas cette expérience-là. Je sais pas quelle a pu être la leur dans leur groupe respectif. Je pense que ça vaudrait le coup d'en discuter. Il y aurait certainement beaucoup de choses à dire là-dessus. Et dans les autres des groupes et des organisations plus installées, on va dire en termes parlementaires, je ne sais pas du tout ce qui était fait. Ce qui est sûr, c'est que pour notre part, bon, d'abord au début, il y avait que moi, ou quasiment, enfin. Jean-Yves Grattenon, qui est député de La Réunion, mais en fait, c'est pas exactement la même présence, y compris parce qu'il n'est pas là tout le temps. Et en fait, voilà, c'est un peu l'angle mort de l'outre-mer par rapport à l'Hexagone, y compris pour nous. On s'est rendu, enfin, à partir de 2022, où il y a eu plusieurs collègues qui ont été élus. Je pense qu'en fait, le travail, en tout cas moi, l'accent, c'est déjà de faire en sorte qu'on puisse avoir plus d'élus représentatifs, et y compris qu'on ait une représentation plus diversifiée, et qui est à l'image, y compris de ce que nous, on porte politiquement, et de la volonté de pouvoir avoir une représentation qui ressemble à cette nouvelle France, etc., que ce ne soit pas juste des mots. Donc il y a ce travail-là, on va dire, dans les espaces politiques pour que le plus grand nombre puisse accéder à la représentation. Donc ça, c'est déjà un long travail à mettre en place. Et c'est vrai qu'une fois élu, on va dire que c'est plus en réaction à des agressions et des violences. Je pense notamment à ce qui est arrivé à Carlos Martins Bilongo à l'Assemblée nationale, où il s'est fait interpeller par un député d'extrême droite en disant qu'il retourne en Afrique. C'est intéressant sur ce cas-là, parce que là aussi, la médiatisation entre guillemets de Carlos, et s'il apparaît de temps en temps dans les médias, c'est fait uniquement par cet angle-là. C'est-à-dire qu'on l'a connu parce que c'est le député noir qui s'est fait insulter à l'Assemblée nationale. Et c'est assez violent. Et en fait, ce qui s'est mis en place, j'allais dire, c'est plus un réseau informel de solidarité pour arriver à gérer avec ses équipes, etc. Et mes équipes qui avaient un peu plus d'expérience de gérer avec, et au sein du groupe aussi, du coup, une forme d'accompagnement. Mais en fait, ça se fait par à-coup. Et c'est plus de comment on aide, comment on donne des conseils, comment on se forme aussi aux médias, mais plus largement, pas simplement en tant que parlementaire racisé ou victime de racisme, ou potentiellement avoir à vivre du racisme ou des propos avec des biais très forts dans les médias, mais déjà pour pouvoir accéder aux médias, parce qu'il y a là aussi pour le coup une invisibilisation très, très forte. Qui se concrétise comment? Les journalistes vous appellent pas, par exemple? C'est vraiment, on est en fait, c'est deux. Il y a une ultra médiatisation, mais en fait qui est uniquement, j'allais dire, malveillante, dans le sens où c'est d'avoir été l'objet en fait d'articles racistes, etc., qui nous visibilisent. Et par contre, une invisibilisation sur tout le reste, y compris sur ce que nous on peut produire, etc., ou être considéré comme porte-parole légitime en fait du groupe ou du mouvement.
Et alors en plus, moi, je suis une de celles qu'on voit quand même un petit peu. Carlos un petit peu maintenant parce que c'est le député qu'on a voulu renvoyer en Afrique. Mais je pense par exemple, et ça c'est vrai pour tous les médias, y compris ceux de gauche, je pense à la vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui est la première femme noire à avoir été désignée à ce poste-là, que personne ne connaît, parce qu'en fait, ça n'a absolument intéressé aucun média, y compris aucun média de gauche, ne serait-ce que de faire son portrait, parce que ça n'arrive pas tous les jours, en fait, c'est jamais arrivé dans l'histoire de la Ve République, et qui n'intéresse pas les médias, alors que, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent son nom ici. Ah, il y en a qui suivent, quelques-uns. Bravo. Nadège Abo-Mongoli, qui est une dirigeante de premier ordre, qui a une histoire politique, etc. Voilà, mais qui est inconnue, entre guillemets, du grand public, parce qu'en fait, ça n'intéresse pas de parler d'une dirigeante politique, femme noire, parce qu'on préfère parler des mêmes gens, y compris en fait, chez nous, quoi. Je veux dire, c'est pas des mêmes portraits, etc. Donc ça c'est un exemple qui est particulièrement frappant, parce que, y compris quand on regarde des collègues qui sont élus depuis 6 mois, ont plus de visibilité médiatique que la vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui est élue depuis 2 ans. Et là, tu dis, bon, alors, si on disait c'est Daniel Obono, parce que c'est Obono, c'est l'islamo-gauchiste, c'est l'indigéniste, qui n'est pas Charlie, etc. Ok, parce que voilà, ça passe pas bien. Mais c'est quoi la raison pour laquelle personne ne parle, ne fait des portraits sur l'extraordinaire vice-présidente qu'on a à l'Assemblée nationale? Voilà, ça, à mon sens, par exemple, ça c'est un exemple du biais de l'invisibilisation qu'il y a, et du coup sur lesquels on essaie de travailler de manière générale pour avoir ne serait-ce qu'accès aux médias et se former ensuite pour pouvoir intervenir dans les médias, mais de manière générale. Et quand vous y êtes dans ces médias, justement, est-ce que, comment vous faites pour mener politiquement dans votre discours un combat antiraciste, dans le sens où le racisme est un délit, mais l'antiracisme est très souvent aussi pointé du doigt, ou en tout cas il est vu comme étant un courant politique qui peut être, justement, vous le disiez un peu tout à l'heure, dangereux ou moins audible dans certains plateaux télé. Est-ce qu'il y a certains médias pour lesquels vous refusez d'aller parce que justement vous savez que cette position que vous défendez sera pointée du doigt, critiquée, ou est-ce que vous y allez aussi pour mener ce combat-là de bataille culturelle? Alors c'est là où c'est un peu particulier, parce que il y a déjà en fait le fait, et ça c'est vrai, on se dit ça entre nous assez régulièrement, quand on est invité dans les médias, en fait, on n'a pas spécialement envie de n'être invité que pour parler d'antiracisme ou de racisme. Ou voilà, quand il y a un sujet, une énième polémique sur la baya, sur je sais pas quoi, les angles journalistiques privilégiés, qui vont d'ailleurs, y compris faire un déplacement entre on va vous inviter, vous, parce qu'on va parler des quartiers ou de la banlieue, avec le sous-texte qui sous-entend, en fait, quand on parle des quartiers de la banlieue, on parle des Noirs et des Arabes. Ne serait-ce que de projeter ce message-là. Quartier populaire, banlieue, c'est Noirs et des Arabes. Donc, en fait, là, on peut peut-être inviter le député ou le politique noir et arabe, histoire de dire, les premières personnes concernées. Bref. Donc, il y a aussi ce fait de dire, en fait, ce serait bien que tout le monde mène cette bataille-là et puisse défendre aussi, en fait, en tant qu'allié, et puis en tant que... il n'y a pas que les Noirs et les Arabes qui sont concernés par le racisme, les Blancs aussi sont concernés, sont aussi racisés, en position dominante, mais sont aussi racisés. Et donc, politiquement, en tant que militant antiraciste, il faut aussi pouvoir mener ce combat-là. Et une partie, justement, aussi de ce combat antiraciste, c'est de pouvoir être considéré comme un ou une dirigeante politique à part entière et qui a des choses à dire sur
l'économie, sur les finances, sur voilà, qui peut exister en tant que tel et pas simplement par le biais de uniquement de sa condition de racisé. Donc alors, et en même temps, il faut mener la bataille parce que c'est aussi extrêmement frustrant parce que le dispositif médiatique qui va faire parler d'autres gens pour dire n'importe quoi est extrêmement frustrant et extrêmement violent en fait de faire entendre dire. Donc il y a toujours cet entre guillemets équilibre, en tout cas essayer de trouver à la fois les espaces pour pouvoir défendre une position antiraciste en tant que personne concernée et en tant que militant antiraciste, et en même temps ne pas être cantonné à ça. Et pouvoir aussi voilà, être reconnu, et je pense que ça fait partie du combat antiraciste, être reconnu comme légitime de manière générale, et pas simplement comme là ou le noir de service qu'on va mettre là pour parler de racisme, quoi. Donc c'est... Iris, c'est un peu, je pense que sur ce volet-là, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure de quand il y a un ou une journaliste noire dans une rédaction, on l'emmène dans les quartiers populaires parce qu'elle est censée être la porte-parole. Ça, c'est ce que vous entendez beaucoup aussi à l'AJAR ? Oui, et aussi, je pense à l'inverse, certains sujets sur lesquels on va considérer qu'on n'est pas légitime, ou justement qu'on va apporter notre avis personnel, notre histoire personnelle, et que c'est pas justifié, et donc on va nous exclure de certains sujets par peur que on soit biaisé. Alors que bon, tous les journalistes ont un bagage personnel, des opinions politiques, et on peut réussir à faire notre travail quand même. Et oui, je pense qu'on nous cantonne beaucoup sur ces sujets-là. Et moi, je dois dire que même là, je suis invitée en tant que personne racisée. Je ne suis pas invitée en tant que journaliste. Je suis invitée en tant que journaliste racisée. Donc ça veut dire aussi que la plateforme qu'on va me donner, c'est peu sur mon travail, qui est journaliste podcast, productrice de podcast. Et quand on va m'inviter, ça va être surtout sur mon expérience de journaliste racisée. Les deux vont ensemble, mais en même temps, parfois, c'est vrai qu'on le ressent un peu à l'assaut, où c'est un peu épuisant de devoir toujours parler de ça. Surtout qu'on a l'impression de répéter un peu les mêmes choses en boucle, et qu'il y a une espèce de bienveillance dans l'idée où on est tous d'accord, il faut arrêter d'être raciste dans les médias, mais il y a peu d'actions qui sont mises en place. Et c'était un peu la question de tout à l'heure, en fait, sur l'évolution depuis 2 ans. Il n'y en a pas beaucoup. Et moi, j'ai l'impression aussi qu'il n'y a pas une grande prise de conscience des effets de l'extrême droite et de la fascisation des médias en France. Et que quand on exclut... pour moi, c'est une exclusion volontaire quand on décide de ne pas recruter de journalistes racisés. Ça veut dire qu'on va se couper de toute une frange de la population, et en plus de sujets qui sont importants et qui ne seront pas traités dans notre journal. Il y a plein d'angles que les journalistes non racisés vont peut-être pas avoir l'idée de faire. Et quand on décide de mettre de côté la diversité dans sa rédaction, je pense que c'est aussi qu'on ne prend pas la mesure de ce que ça veut dire d'avoir l'extrême droite aux portes du pouvoir, quoi. Et en vrai, je suis un peu attristée aussi du fait que depuis qu'on existe, il y a très peu de rédactions qui ont envie de travailler avec nous et qui se sentent souvent en fait un peu titillées, voire agacées en fait qu'on leur reproche de pas faire un travail volontaire de recrutement et de pas essayer de collaborer avec nous profondément et pas juste de manière superficielle. Et au-delà des experts du sujet du racisme, de fait, parce qu'on en est victime, je pense qu'on est aussi des super bons journalistes. Et voilà. Et moi, j'aimerais bien en fait qu'il y ait des rédactions qui nous écrivent en nous disant on a besoin de recruter et c'est ça que... Et qui est-ce que vous pouvez nous proposer, quoi. Et pour l'instant... Et ce serait hyper simple, vraiment, je vous jure. Hyper simple. J'ai plein de noms, je peux donner des 06 tout de suite. Mais voilà, pour l'instant, je crois que les gens prennent pas la mesure de... Les rédacteurs et rédacteurs en chef prennent pas la mesure de ça, quoi. A fortiori, même peut-être pour les médias classés à gauche, je pense, parce qu'il y a une forme d'hypocrisie, j'imagine. Oui, et moi, je voudrais dire un truc qui m'a choquée, en fait, en évoluant à l'AJAR. Je pense que le public ne se rend pas compte du fait qu'il y a plus de journalistes racisés à CNews qu'à Libération. En fait, les journalistes racisés vont aller travailler à CNews parce que CNews embauche, qu'on a besoin de manger,
Et c'est une violence, en fait, d'être journaliste racisé, de travailler à CNews. Mais quand il n'y a personne qui vous embauche, que les offres d'emploi ne sont pas publiques, et qu'en plus de ça, si vous êtes dans un journal de gauche, on va vous mettre sur le côté sur certains sujets, parce que, bon, tu comprends, le lectorat ne va pas se reconnaître, etc. Moi, je trouve ça super grave, en fait. Et voilà. Et pourtant, les alertes, elles sont là. Je veux dire, on est présent, on le dit continuellement. Mais pour le coup, il n'y a pas beaucoup d'actions qui sont prises. Et voilà. Il y a à nouveau des questions sur le chat. Peut-être qu'on peut voir ce que les gens... oui, absolument. Alors, il y avait justement une question de Jean-Louis par rapport à la présence de certains journalistes, mais qui était plus dur que ce que vient de dire Iris, hein, en demandant si ces journalistes racisés étaient là comme caution morale ou pas, voilà, hein, dans certaines rédactions comme celle que tu as citée. Et il y a aussi Nadège, une autre Nadège, que celle qui a été évoquée par Daniel Obono tout à l'heure, qui demande comment accompagner l'émergence des médias citoyens ou le développement des médias dans les quartiers populaires. Impression qu'ils sont souvent soutenus par la politique de la ville, donc l'État, donc pas facile. Sur la question justement des médias alternatifs ou engagés, Ulysse, peut-être que tu peux répondre là-dessus. Bon, déjà, ils sont, en tout cas, quand ils soulèvent les questions dont on parle là depuis tout à l'heure, ils sont pas très souvent soutenus par la politique de la ville. Faut pas, faut pas rêver. Pour rentrer dans un dossier politique de la ville, pour celles et ceux qui en ont déjà rempli, les questions racisme, racisé, voilà, à la limite discrimination, oui, ça rentre, mais voilà, pour tout le reste, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, bon, je le disais tout à l'heure, déjà, c'est vrai qu'il y a une génération, il faut le dire quand même, il y a une génération de médias. Je sais même pas s'il faut les appeler d'ailleurs alternatifs aujourd'hui, hein, mais voilà, qui sont nés, qui se sont, comme on peut employer ce mot-là, qui se sont formés ou constitués à partir de la critique du champ médiatique existant, et pour le coup, plus une critique à l'égard de l'hémisphère gauche du champ médiatique qu'à l'égard de son hémisphère droit dont on n'attend rien. C'est vrai que quand j'entendais tout à l'heure le fait qu'il y ait plus de journalistes à CNews qu'à Libération, enfin, je le savais pas, mais ça m'étonne pas, et c'est vrai que ça me fait penser, moi je travaille sur les mobilisations des quartiers populaires depuis 30 ans en France, bon bah ça me fait penser à ce qu'on entend beaucoup dans les quartiers encore aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée qu'il vaut mieux aller à droite où au moins il n'y a pas d'hypocrisie et on sait à quoi s'attendre, plutôt qu'aller à gauche et de se confronter à des discours qui sont éloignés de la réalité. Bon, bah ça, c'est un discours qui est extrêmement répandu, récurrent dans les quartiers, très justifié historiquement. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a toutes les raisons d'être sur ce raisonnement-là. Et donc, je pense que les médias des quartiers se sont formés plutôt contre les médias de gauche. Et bon, ce qui est intéressant, c'est aussi d'observer qu'aujourd'hui, bon, de toute façon, médias, il y a plein de pages Instagram ou même de personnalités qui sont elles-mêmes des médias. Moi, ce que j'appelle dans mes recherches des personnalités publiques issues des quartiers populaires, qui, dans des moments où il y a des événements où il faut faire émerger une parole publique, prennent la parole et voilà, ça fait office de discours médiatique et souvent de discours médiatiques indispensables. Et je pense que là, de ce point de vue-là, heureusement, cette parole-là des quartiers populaires, elle n'a pas attendu le soutien public pour se manifester. Et je dirais même qu'elle s'est même plutôt faite contre les impasses, y compris de l'ordre institutionnel. Donc ça, c'est hyper important de le dire. Après, voilà, ce que je voulais dire aussi sur la question de la formation, c'est que c'est vrai que c'est un souci constant dans les jeunes qui veulent faire de la politique, cette question de comment je navigue dans un champ médiatique raciste. Nous, tu l'as dit tout à l'heure, Hugo, on a ouvert, il y a plusieurs années maintenant, une école de formation politique 100% indépendante, 100% gratuite en direction des jeunes des quartiers populaires. À chaque début d'année, le premier thème qui vient dans les attentes des jeunes en termes de formation, c'est éducation aux médias. C'est marrant parce que d'ailleurs, souvent, les jeunes qui demandent ça, ils sont eux-mêmes très éduqués déjà aux logiques du champ médiatique, mais c'est presque pas pour eux. Et puis voilà, cette idée de comment je fais pour réagir quand je suis la cible de racisme et comment je fais en gros pour pas péter un câble, quoi. C'est vraiment ça toujours qui revient dans les attentes de formation de la part des jeunes qu'on a. Et donc je pense que, ça rejoint ce que tu dis, Iris, hein, c'est que il faut
faut mesurer que c'est sûr qu'il y a une réflexion qui traverse la société qui est à l'égard du danger de l'extrême droite, qui est en avance sur le champ politique et sur le champ médiatique. Et ça, Daniel, tu le disais tout à l'heure, bon, à part l'action politique, je ne vois pas trop de solutions pour faire passer ce gap entre la structure politique et la société. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est une réalité d'aujourd'hui, quoi. Et la profusion de ces médias-là, justement, qui se parent et peut-être aussi pour les personnes concernées, est-ce qu'elles permettent de générer des contestations ou en tout cas de faire exister une parole de contestation politique, bien plus que si c'était une tribune peut-être davantage lue à Libération ou au Monde ou à Politisme. On est un peu plus petit quand même. Bon, ce qui est sûr, c'est que pour les personnalités publiques issues des quartiers dont je parlais depuis tout à l'heure, quand ils prennent la parole, c'est beaucoup plus écouté et lu que tout ce que tu viens de décrire, même en additionnant les lectures des tribunes du Monde ou de Libération. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'en termes d'écho, c'est incomparable. Je vais revenir à un épisode historique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est celui des émeutes, parce que je trouve que c'est évidemment, comme tout événement politique, et d'ailleurs, ce serait bien de rappeler plus souvent que c'est un événement politique central quand même dans l'histoire contemporaine française, les émeutes de 2023. Ce qui est sûr, c'est que, y compris par exemple dans la remise en cause du récit policier, c'est ce qu'on peut appeler les médias alternatifs qui ont joué un rôle hyper important sur le fait qu'on a pu apprendre en moins de 24 heures que en fait, la version policière était fausse. Ça, c'est parce qu'il y a eu la vidéo du meurtre de Nahel qui a tourné sur un ensemble de pages publiques, de canaux privés. Moi, je travaille beaucoup dans mes recherches sur tous les canaux privés, Telegram, Snapchat, etc. Bon, bah voilà, c'est des forces de frappe aussi médiatiques extrêmement importantes, y compris quand il s'agit de contrer des récits officiels qui sont, bon, là en l'espèce, qui sont faux. Après, voilà, je suis pas non plus dans l'idéalisation, dans le sens où ces pages publiques ne sont pas structurées comme le champ médiatique. Il n'y a pas tous les garde-fous que l'histoire a constitué pour le champ médiatique. Et donc, il y a aussi, il y a aussi plein de choses dont on est moins protégé à l'égard de ce qui se produit sur les réseaux sociaux. Et bon, voilà, je pense que vous êtes bien placé pour le savoir en voyant l'offensive de l'extrême droite aujourd'hui sur ces réseaux-là. Mais voilà, je pense c'est encore des canaux qui sont en structuration. Et voilà, l'enjeu, à mon avis, pour moi, c'est aussi la manière dont ces réseaux-là, ces canaux-là, ils raccrochent ce qui reste du champ politique. Parce que c'est évident qu'aujourd'hui, il y a un manque d'interaction entre eux, y compris ce qui se passe politiquement à gauche, et cette effervescence, cette émergence culturelle qu'on observe dans les quartiers populaires. Daniel Obono, sur cet aspect-là, justement. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'avoir des médias contre-hégémoniques, c'est sûr, et qui permettent et qui sont l'expression du combat global contre l'extrême droite, dont la question du racisme est structurante. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut l'intégrer, parce que la discussion, le racisme dans les médias, c'est une chose, mais qui est d'abord qui sert quelque chose, ce que je disais au début, qui sert un discours dominant, et qui sert d'un discours dominant dans une période d'extrême droitisation. Et donc, effectivement, je pense que c'est une des tâches. Alors, après, moi, je parle en tant que député et responsable politique d'un mouvement politique qui essaie de se donner des outils d'intervention sur le champ public et médiatique. Donc, c'est encore autre chose que ce que peuvent faire justement les médias contre-hégémoniques, j'allais dire non partisans, mais qui assument aussi. Et je pense que c'est important d'assumer le fait qu'il y a une action. En fait, il n'y a pas de neutralité. On ne peut pas parler d'une neutralité ou d'être simplement des espaces où les opinions libres se rencontrent. Et pour le coup, je pense qu'il y a dans ce qui émerge dans les médias qui composent ce festival, il y a le fait d'assumer cela, de ce parti pris, qui ne veut pas dire que c'est pas objectif ou que le travail n'est pas professionnel. Mais je pense que ça c'est un pas nécessaire, étant donné la période dans laquelle on est. Et ensuite, politiquement,
Est-ce que ça se fait dans le soutien à des médias indépendants qui font ce travail-là de lutte contre l'extrême droite. Mais pour moi, par exemple, la lutte contre l'extrême droite, c'est le simple fait de faire exister un débat public où les débats se posent en des termes raisonnés, raisonnables, etc., qui peut être virulent, qui peut être passionnant, mais rien que ça, c'est déjà faire acte, à mon sens, de lutte antifasciste, étant donné le niveau, de la régression qu'on a sur la nature du débat public, quoi. Donc ça, c'est quelque chose politiquement qui est nécessaire. Et donc, dans ce cadre-là, je sais pas si nous, on n'a certainement pas de réponse concrète à apporter, parce que je crois que c'est, on va dire, le combat antiraciste que nous on mène, c'est un combat sur le champ politique, sur le champ électoral, et on assume de mener ce combat-là sur le champ électoral, et qu'on essaie de traduire dans les médias qui sont les nôtres. Je pense à un dispositif qu'on a mis en place en s'appuyant sur des influenceurs politiques, entre guillemets, ou en tout cas des influenceurs sur les réseaux sociaux qui font de la politique, qu'on invite, etc. C'est aussi une manière de donner de la visibilité à des voix qui ne sont pas insoumises, etc., mais qui assument sur des sujets, sur tout un ensemble de batailles. C'est le cadre du coup, de la nouvelle émission qu'on fait qui s'appelle La Base, et qui est animée, y compris par une personne qui a en fait construit sa visibilité sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on a une focale en tant que mouvement politique sur la question des réseaux sociaux, parce qu'avec toutes les limites, les biais, et le fait que voilà, c'est une économie et c'est pas un champ hors de la lutte des classes et des formes diverses de domination et de biais, etc. C'est un espace dans lequel, effectivement, il y a des voix qui ont la possibilité d'émerger et qu'il faut leur donner de l'écho. Donc voilà, on a une des formes de réponse, c'est ça, c'est d'essayer de donner de la visibilité à ces voix-là. Et parce que ça nous apprend aussi, nous, d'angles, le nombre d'angles morts qu'on a aussi. Et ça bouscule aussi justement notre manière d'aborder des sujets, de les porter, le simple fait que ce soit ces voix-là qui les portent et qui ont un angle qui n'est pas simplement sur les questions de racisme, mais qui n'est pas politique, enfin, au sens où nous on a l'habitude, quoi. Donc pour nous c'est aussi, je ne sais pas si c'est très clair, mais j'essaie de trouver sur cet exemple concret-là, voilà une manière dont on essaie de faire un espace ou de créer un espace dans notre mouvement où ces voix-là, à travers ces médias, réseaux sociaux et compagnie, peuvent s'exprimer et nous donnent aussi en fait des liens avec tout cet univers qui est extrêmement dynamique. En tout cas, moi ça m'inspire beaucoup, le fait que tant de gens se sont emparés des réseaux sociaux et de ces outils pour en faire des caisses de résonance, en faire et assume, y compris de prendre position dans des moments comme pendant la campagne aux législatives, où en fait plein d'influenceurs, etc., parce que la question du racisme et la lutte contre l'extrême droite est devenue un sujet politique de masse, qui ont pris position et qui du coup influencent des millions d'autres, quoi. Donc c'est un sujet en tout cas qui mérite et nécessite plus d'attention et de travail politique, c'est sûr. Ouais, c'est des réseaux sociaux qui sont vus comme des issues de secours d'une certaine galaxie médiatique d'extrême droite, mais aussi des portes d'entrée pour d'autres personnes. Est-ce que Iris, cette question-là aussi de la visibilité sur les réseaux sociaux, peut-être pour porter une parole, être écouté ou même travailler, puisque c'est aussi un travail producteur et productrice de contenu sur les réseaux, c'est une voie dans laquelle s'engagent aussi des journalistes racisés, puisqu'ils n'ont pas l'opportunité d'être dans des rédactions.
Oui, bah, c'est vrai que là, on a vu récemment, notamment le lancement du média Histoire Crépue. Je ne sais pas si certains connaissent dans la salle. Où du coup, l'idée, c'est de créer. Alors, c'est à la base on va dire influenceur, mais bon, je sais pas si le terme lui plairait, qui fait de la, bah, pour moi c'est de l'influence aussi, mais bon bref, qui fait de l'influence du coup sur l'histoire coloniale et sur les réseaux sociaux depuis un moment, et qui fait de la vulgarisation à ce sujet-là, et qui avec une équipe lance son média avec financé avec une cagnotte en ligne, il me semble. Donc moi j'ai trouvé ça intéressant en fait le lancement de ce média, parce que je me suis dit, alors c'est pas un journaliste, c'est pas revendiqué comme c'est pas des gens qui se revendiquent comme journalistes forcément, donc ça je trouve ça intéressant aussi en tant que journaliste de me dire que les gens vont aller vers des sources pour s'informer, qui se désignent pas comme du journalisme en tant que tel. Je trouve que c'est aussi une petite alerte, une petite alarme pour nous de se dire qu'en fait, on est en train de passer à côté de pas mal de gens parce qu'on ne s'empare pas de certains sujets qui les passionnent et pour lesquels ils sont prêts en plus à donner de l'argent, pour le coup. Et aussi, je trouve ça intéressant qu'on soit obligé de passer par des chemins de traverse comme ça pour se dire on va aller parler de colonialisme, de racisme, et on ne peut pas le faire dans des médias mainstream ou pas mainstream d'ailleurs, mais la place accordée à ces sujets, elle est encore assez minime, ou alors c'est un peu tout le temps dans les mêmes angles, où on répète un peu continuellement les mêmes choses, quoi. Donc je trouve que c'est intéressant. Moi, ça m'a un peu alertée, oui, où je me suis dit, bon, en fait, moi, je ne sais pas où est-ce que je pourrais trouver ma place dans un microcosme où, en fait, il n'y a pas d'embauche pour les journalistes globalement, parce que c'est la crise de la presse depuis super longtemps. Et d'autant plus, sur des sujets comme ça devient un peu c'est pas la priorité. Quand on va embaucher un journaliste, je pense que c'est pas forcément la priorité d'embaucher quelqu'un sur ces sujets-là. Et donc, du coup, est-ce qu'il faut aller créer d'autres choses ailleurs ? Moi, j'avoue que je suis pas entrepreneuse, j'ai pas envie de me lancer une boîte, quoi. Je voudrais juste faire mon métier, et c'est compliqué de se dire il faut en plus de faire son travail de journaliste avoir envie de monter une entreprise, alors que c'est une question que plein de journalistes se posent pas, quoi. Juste ils ont fait leur école de journalisme et puis après ils sont embauchés et puis voilà, quoi. Donc bon, c'est un peu compliqué, et après je trouve ça positif de se dire que le public a envie et besoin de ça. J'aimerais juste que les rédactions en chef s'y intéressent et s'en rendent compte et se disent ok, bah, y a un créneau là, il faut qu'on le prenne, il faut qu'on le saisisse avant que ça soit trop tard et que quelqu'un d'autre le fasse à notre place. Vous parlez de public, peut-être qu'on peut voir s'il y a des questions justement au public. Oui. Merci à toutes et à tous d'être venus. J'ai beaucoup aimé, Ulysse, le coup du double traitement médiatique sur les mêmes personnes selon s'ils se révoltent pour Naël ou selon s'ils viennent en aide, comme si d'un coup les médias découvraient qu'en fait la street est plein de bonnes valeurs. Voilà. Comme disait Oxmo, viens voir par chez nous comment ça se passe, mais ça peu de gens savent. On a, donc du coup vous avez créé une école, une sorte de ce que j'ai compris, une école de journalisme. On voit qu'on a, non alors il va falloir le redéfinir, mais on voit qu'on a également la JAR qui se crée, on a Histoire Crépue, on vient d'en parler justement, d'autres personnes qui viennent donner des échos. Est-ce que la JAR par exemple pourrait être une sorte de porte-voix pour des personnes qui ne sont pas nécessairement journalistes, mais qui en fait expérimentent, vivent tous les jours, ont des choses à dire, pouvoir s'exprimer ou donner lieu à des initiatives comme ça, comme je sais pas, Fianso, le rappeur, était venu ici, il tournait un clip, il avait fait un atelier d'écriture sur le rap, d'expression, de réflexion autour des sujets. Est-ce qu'il y a des structures comme ça qui existent, pas forcément à l'échelle nationale, mais qui peuvent permettre de faire une cohésion, mutualiser des moyens et pouvoir communiquer. Limite à une interface avec des journalistes où nous on est de la street, on vit les choses, on a une analyse dessus, on n'a pas le code du journalisme, on n'a pas une rédaction, mais on travaille ensemble, comme fait des conversations avec le milieu académique par exemple. Est-ce qu'il y a des structures comme ça qui existent ? Oui, franchement, il y en a déjà plein. Il y a plein de... Déjà, il y a
en France, alors c'est un peu compliqué en ce moment parce que le pass culture est gelé, mais il y a beaucoup d'initiatives d'éducation média en France. Et c'est par là, je pense, qu'on arrive à atteindre un public qui se désintéresse de ce que font les journalistes, parce qu'on va produire avec eux et elles. Et pour ma part, je fais aussi des ateliers podcast. Et pour le coup, je pense que c'est la partie la plus intéressante de mon travail finalement, parce que je me rends compte que je vais produire du contenu journalistique avec un regard un peu différent de celui que je peux avoir. Même si je suis née en cité, en fait, au final, là, je suis rentrée dans une petite voie où j'ai fini en école de journalisme, et du coup, on peut vite se retrouver dans une bulle. Et c'est aussi une manière de garder un contact important avec la population. Et après, je pense qu'il faut aussi citer le Bondi Blog qui existe depuis longtemps et qui fait ça très bien. Donc, il y a plein de choses qui existent déjà. Après, la JAR a pour vocation c'est une association de professionnels. Donc, nous, notre travail, c'est de s'entraider entre journalistes et d'améliorer les choses dans les médias. Mais là, on aimerait bien aussi aller faire dialoguer en fait les rédactions en chef et les personnes qui se sentent pas représentées dans les médias. C'est un projet en cours qui est pas encore défini, mais en fait oui, je pense que on a souvent envie de passer un peu à la vitesse supérieure. C'est juste qu'on est tous bénévoles et qu'on n'a pas l'argent pour quoi. Mais ouais, on a un peu cette frustration de se dire des fois on a envie de produire les trucs différemment et de le faire nous-mêmes si personne veut nous embaucher pour quoi. Voilà, je rappelle, si vous avez de l'argent, nous acceptons les dons à l'achat. D'autres questions là-bas? Ouais. Merci. Bonjour, moi j'avais une question pour toutes les deux. En fait, j'ai des parents qui sont nés sous le code de l'indigénat en Algérie et le terme racisé, c'est un terme avec lequel je n'arrive pas à m'habituer, qui a émergé là, il y a quelques années, juste avant le Covid, où c'est devenu un terme méga à la mode, alors que mes parents, eux, l'ont vécu comme un terme de domination, parce que c'était les indigènes et les racisés. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit l'utiliser? C'est vraiment une question, je me dis, bon, c'est devenu tellement global et tout le monde l'utilise. Est-ce que je dois l'utiliser comme les Noirs américains qui s'appellent négros entre eux parce qu'ils font un pied de nez à l'esclavage, ou est-ce que je dois encore lutter et me considérer comme femme d'origine d'eux? Voilà, c'est savoir comment votre position. Vous disiez tout à l'heure, Iris, qu'effectivement c'est un terme qui décrit un petit peu la chronique, parce que quand on est issu d'enfants directs de colonisés, c'est un terme qui est un petit peu compliqué à s'approprier en termes d'identité. Voilà, donc je voulais vous poser la question à toutes les deux. Moi, je dirais, vous pouvez utiliser les termes qui vous conviennent. Moi, je ne suis pas issue de l'immigration, je suis une immigrée. Donc, et puis, je suis une femme noire, et je suis afro-française, afro-européenne. C'est un nouveau néologisme. Donc, je suis tout ça aussi. Et je suis racisée dans la mesure où... à un moment donné, voilà, j'ai été assignée à dire vive la France. J'étais une racisée à ce moment-là, où j'ai été décrite avec des chaînes au cou dans un journal, etc. Et là, j'ai été... Donc, en fait, moi, je dirais, le terme, et il y a une bataille, entre guillemets, sur les termes, mais pour moi, c'est plus dans une question de rapport de force dans le monde académique ou intellectuel pour rendre légitime un certain nombre de travaux, de recherches qui ont subi par ailleurs une offensive politique et du plus haut niveau de l'État, de remettre en cause le peu d'espace qui existe dans l'université, de chercheurs
qui depuis des années travaille sur ces sujets en France de manière très minoritaire, alors que ça fait plus d'un siècle que dans le reste du monde, les études sur ces sujets-là existent, sont légitimes. Donc il y avait, j'allais dire, un enjeu de bataille pour rendre légitimes des outils d'analyse, les processus de racisation, de racialisation. Enfin, et pour moi, en tant que militante politique, il y a un intérêt à les utiliser, d'abord parce qu'ils permettent de comprendre, de décrire des processus, des dynamiques, de les comprendre, de les déconstruire et de pouvoir agir, en fait, de savoir où agir. Mais en même temps, alors là, dans cet espace-là, on les utilise, mais parce que c'est un espace où on se dit a priori le public va comprendre la référence et il y a cette... ce niveau où on n'a pas besoin d'expliquer 150 000 ans ce que ça veut dire, mais c'est pas un terme que je vais utiliser avec le tout venant, et j'en vois pas l'intérêt, en fait, d'une certaine manière. Donc moi je dirais, en fait, sentez-vous libre d'utiliser les termes qui vous conviennent à vous et qui disent vous votre propre expérience, et qui peut être qui n'est pas unique par ailleurs, qui est justement multiple. Et moi, mes identités, elles peuvent être multiples, et la même condition de femme noire née au Gabon et venue en France, etc., elle peut se décrire de plein de manières différentes. Juste pour compléter, je suis d'accord avec ce que tu disais. Pour moi, en fait, utilisez le terme qui vous sentez, vous avez l'impression qu'il vous décrit le mieux, c'est tout. Après, moi, le terme racisé, je le trouve très pratique, parce qu'il permet de regrouper plein de choses que plein de gens différents vivent, et que parfois on est obligé de simplifier pour pouvoir aller plus vite et expliquer les choses. Et par contre, je voudrais juste redire quelque chose d'important. Le terme racisé, c'est pas un terme qui sort du chapeau, qui vient des États-Unis, c'est un terme français qui vient de la sociologie, qui date des années 70. C'est pas quelque chose qu'on a inventé là pendant le mouvement Black Lives Matter, quoi. Et je pense que c'est un mot qui a été aussi un peu utilisé négativement, alors qu'il n'y a pas une expérience négative quand moi je l'utilise. Je veux dire, je suis racisée parce qu'en fait on me perçoit comme une personne non blanche. C'est juste une description très simple. J'avoue que je préférerais ne pas devoir l'utiliser, mais bon, on verra peut-être de mon vivant, j'en aurai plus besoin. Mais en fait, c'est juste une réalité. Quand je me balade dans la rue, je pense que malheureusement, les gens ne se disent pas elle est blanche. C'est juste une manière aussi de décrire toutes les réalités sociales qui en découlent. Ça ne veut pas dire qu'on légitime le racisme, la race biologique. C'est pas du tout la même chose. C'est la race dans son terme sociologique, c'est-à-dire que malheureusement c'est une réalité. Et le terme racisé pour moi reste pratique pour décrire rien qu'à la jarre la pluralité d'expériences qu'on vit. On vient de milieux culturels, de milieux sociaux hyper différents, mais on est tous assignés à cette race sociale. Donc je le trouve pratique pour l'instant. Après, il y a peut-être mieux, mais on ne se définit pas que comme ça, mais c'est vrai qu'il est utile, quoi. Il y avait une question, oui. Il y a deux questions, je crois. Je ne sais pas où est le micro. Il y a des questions sur le chat aussi. La lumière rouge est toujours là. Bonjour, merci d'être là, tous les trois déjà. Moi, j'avais une question. Comme Iris, je viens de La Chance pour la diversité dans les médias, et merci d'en avoir parlé. Et ça avait fait un peu débat à l'époque, enfin pas débat, mais je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou non. Mais par exemple, la rédaction du Monde avait fait le choix assumé de prendre que des alternants et des stagiaires issus des diversités visibles, ce qu'ils appelaient diversité visible. Et c'est vrai que nous, ça nous perturbait un peu comme terme, enfin comme choix, parce que dans les diversités sont plurielles, et à La Chance, ils promeuvent ça justement.
il y a cette idée que les diversités, elles sont plurielles, elles ne sont pas forcément visibles. Il y a des handicaps non visibles, il y a des diversités non visibles, les jeunes issus des milieux ruraux, par exemple, ou des milieux sociaux défavorisés, mais qui sont non racisés, par exemple. Et ça faisait un petit peu débat, et je voulais savoir ce que vous en pensiez, car c'est vrai qu'à l'époque, on s'était posé beaucoup de questions là-dessus, et c'était un choix de la part de la rédaction du Monde, mais ça fermait des portes à des jeunes issus de diversités moins visibles, comme ils disent. Alors, moi, j'ai pas fait la chance, j'ai fait la prépa égalité des chances ESJ Lille, Bandy Blog. Mais bon, c'est la même chose, on va dire. Franchement, je sais pas. Moi, je pense que là, le sujet, c'est le racisme et que du coup, si on parle du sujet du racisme dans le journalisme, je trouve que c'est une initiative plutôt positive. Après, la racisation, ça se voit pas forcément. Ça peut être un nom de famille, ça peut être une religion, ça peut être plein de choses, en fait. Donc, c'est peut-être un peu trop simple de se limiter à la diversité visible. Mais je trouve que c'est déjà pas mal, honnêtement. Et après, sur le sujet des autres discriminations, là, je trouve que c'est pas le sujet. Je comprends que l'accès au journalisme pour les personnes issues de la ruralité, c'est hyper important, et je suis d'accord. Et pour moi, c'est un sujet qui est aussi lié à la classe sociale. Et on est dans une hégémonie de classe dans le journalisme, c'est assez clair. Hein. Mais sur le sujet du racisme, je me dis, bon, déjà, si Le Monde fait un petit effort, pourquoi pas. Après, faisons-le sur le sujet de la classe, faisons-le sur le sujet du genre, de l'orientation sexuelle. Moi, je suis pour. Hein. Franchement, allons-y. Mais j'ai envie de dire, il y a tellement peu d'initiatives que, je sais pas, je trouve ça déjà pas mal, en fait. Et je suis pas sûre qu'il l'ait réitéré par ailleurs. Mais bon. Si je peux me permettre de rebondir, puisque là, on a... C'est pas moi qui ai suivi le texte, c'est des collègues qui ont suivi le texte sur les processus d'égalité des chances. Et moi, je suis de deux écoles, celle qui dit prendre tout ce qui est possible de prendre, voilà, d'une certaine manière. Mais en tant que responsable politique, la question, c'est aussi l'évaluation de ce genre de dispositif. C'est-à-dire, vous parliez de Le Monde, moi, je n'ai pas étudié le sujet, mais est-ce que c'est juste un processus d'affichage, de dire on met des dispositifs, mais si la structure reste celle qui fait que aujourd'hui, voilà, combien de... noirs, arabes, ruraux, personnes en situation de handicap, etc., sont parmi les journalistes à temps plein, les mieux rémunérés au monde, qui sont dans les grandes rédactions, etc. Donc, je pense que ça vaut pour l'ensemble des groupes dominés et minorisés, et plus généralement sur la question des dispositifs d'incitation qui permettent aussi une forme de communication, justement, sur la diversité, avec beaucoup de... C'était aussi un terme à un moment donné à la mode, issu de la diversité, je sais pas laquelle, Doucet, voilà. Mais au-delà, voilà. Donc, il faut prendre, hein, et toutes les personnes qui ont pu avoir accès à des écoles, à des formations, à des bourses, moi je dis, allez-y. Et en même temps, la nécessité d'une exigence plus forte que simplement des petits processus où voilà, vous avez pris des gens en stagiaire, en apprentissage, mais vous ne les prenez pas ensuite en CDI, et ils restent pigistes, etc. Et devant et derrière, j'allais dire, la caméra ou ceux qui décident en vérité, c'est quand même les mêmes, en fait, du coup. Donc, interroger, en fait, l'économie générale du milieu, du secteur, et le fait que c'est un lieu de domination, en fait, globale, du coup. Je voulais juste ajouter, je suis tout à fait d'accord sur le fait que aussi l'accueil de ces personnes dans les rédactions, l'accompagnement par la suite dans la carrière, pas être juste jeté en pâture au milieu d'une rédaction et pas avoir les codes sociaux, se sentir hyper isolé, être victime de racisme. Il y a eu une enquête du SNJ-CGT il y a 2 ans sur le racisme dans les rédactions. Lorsqu'il y a des victimes de racisme qui parlent, il y a seulement 14% des faits qui sont sanctionnés. Donc c'est aussi ça le problème. Donc les dispositifs d'égalité des chances, entre gros guillemets, parce que c'est un terme aussi que je trouve un peu étrange, mais bon. Si derrière on les accompagne pas, ces personnes, et qu'elles vivent une violence dans les rédactions, ensuite elles vont en sortir, elles vont jamais y revenir. Donc c'est hyper important de faire un suivi sur le long terme, quoi.
Bon, le message est passé. On me fait un petit signe depuis les coulisses pour dire qu'on arrive au terme de ce débat. Merci beaucoup, Daniel, Iris et Ulysse. Et oui, les petits mots du festival, ça ne s'arrête jamais. Tout d'abord, je tenais à m'excuser auprès de nos invités et auprès de vous, et tout particulièrement des personnes racisées. Pardon, je dis racisées, mais en tout cas, je tenais à m'excuser parce que ce que vous avez vécu, c'était une... Mais si, en fait, parce que c'était, malgré tout, c'était une attaque raciste. Ça n'est pas normal, ça ne doit pas être normal. Un samedi après-midi, comme ça, tranquillement. Ça, c'est non. Et normalement, le festival imprimé est censé être un endroit safe. Même si c'était indépendant de notre volonté, ça ne l'a pas été. Donc, vraiment, désolé. Et désolé auprès de vous. Et merci de votre réaction, qui a été très bien. Le direct va bientôt reprendre. Alors, effectivement, le direct va bientôt reprendre. Les amis, j'ai une migraine épouvantable. On vient de m'apporter du Doliprane, mais pas d'eau. Il faut absolument que je prenne ça. J'espère que... ouais, il y a eu cinq filles qui sont venues avec une banderole pas très claire, mais qui puait le racisme. Voilà, elles ont exprimé leur truc et on leur a demandé, sous les sermons antifascistes, de se retirer. On va faire nous aussi notre petite... oui, c'était des filles. Oui, la belle Hélène, oui, je les ai vus. Pas que le dispositif vous plaît. Donc, pour ceux qui déboulent, en fait, moi, je suis à droite oui, si on est face à la salle, à droite de la scène, ou à gauche si on regarde la salle, la scène, qu'importe, dans un petit coin qu'ils m'ont arrangé, une espèce de petite cabine de commentateurs sportifs. C'est pas un néon au poste, hein, en fait, c'est un écran, mais c'est la caméra. En fait, c'est un écran avec le logo au poste. Voilà, mais c'est vrai qu'on dirait que ça fait néon, quoi. Voilà. Merci Francis sur YouTube qui réagit. Dans le doute, tu es à gauche, David. Merci beaucoup. J'ai aucun doute là-dessus. Absolument aucun doute. Les gens de la technique, il faut absolument les remercier parce qu'ils ont été top. C'est l'atelier du stream. Voilà, on va ranger tout ça. D'ailleurs, ils sont. Les mecs, ils sont déjà en train d'enlever le truc. Tu vois, c'est genre comme c'est genre, ça y est, c'est terminé. Non, mais attendez. Justement, il y a les gens qui disent merci la technique. Montrez-vous la technique. Voilà. Le camarade qui m'a apporté 800 cafés dans la journée. Les gens du stream, quand même. Voilà, les gens du stream. Il y a Johan qui a fait le décor. Voilà, vous êtes remerciés par le chat. Merci la technique, merci à tous. Merci à la technique et au-delà. La technique qui veut aller à l'apéro, tu parles. Là, il va falloir que... Ah si, c'est ça. Bon, j'arrête dans 2 minutes, vous inquiétez pas. Voilà, là, vous voyez bien le... Attendez, je vais vous mettre ça. Là, vous voyez bien le dispositif. Voilà, j'étais à gauche. Merci beaucoup. Ah, super, ils envoient les images. J'étais à gauche de la scène. Là, il y avait... Alors là, ils viennent de l'enlever, mais il y avait un truc qui sert en fait aux batteurs de musique pour empêcher le son des batteries d'interférer avec le son des chanteurs. Voilà, là ils l'ont enlevé, ce qui faisait que je pouvais parler sans que ça gêne le public. C'était quand même absolument incroyable. À l'extrême gauche, exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà, le public qui vient nous saluer. Voilà, donc petite musique de... C'est rigolo, là. Petite musique, je veux dire, petit... voilà, ouais, faut montrer le logo. J'adore le logo, là. Ça, voilà. Hop, dézoom. Ouais, voilà, super. Voilà. Alors regardez, c'est en bois. Je vais essayer de le récupérer. Je vais essayer de le prendre dans le train. Je vais voir. Nous étions donc en direct de Bordeaux. Alors peut-être, ma chère Auriel, tu pourras garder cette fin-là pour une des vidéos. Il est super beau le logo. Ah ouais, c'est fait main. Il y a une petite guirlande. C'est tout en bois. C'est vraiment super. Va falloir
Un wagon entier, ouais, je sais pas. Voilà, merci infiniment à toutes et à tous d'être venus. C'était un bonheur. C'était la première fois qu'on faisait ça comme ça. C'est les gens de la revue Far West qui tiennent donc ce festival de l'imprimé. Et ça faisait 4 mois que ils nous avaient invités et ils avaient dit ce serait cool de faire quelque chose de particulier, etc. Et voilà, et on a inventé ce truc-là. Alors en fait, pour tout vous dire, je leur ai dit, voilà, il y avait dans les années 70 un rock critique qui avait écrit un article, alors je sais plus quel groupe c'était, mais il était en direct, il était sur la scène avec sa machine à écrire et il décrivait le concert tout en y assistant, et il était sur scène. Et je dis voilà, ce serait ça qu'il faudrait qu'on fasse. C'est vraiment un truc entre la cabine de commentaires sportifs et puis voilà. Les amis, j'ai un mal de crâne épouvantable. J'ai bu une bouteille d'eau gazeuse. Voilà. Oui, j'ai mon mime en bas à gauche. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Les émissions, on va les remettre en ligne dans la semaine prochaine, histoire que vous les ayez. Voilà, si vous voulez voir les. Là, ils sont en train d'éteindre les lumières. Là, il va falloir que j'arrête. Là, je sens qu'il faut que j'arrête. Il faut savoir arrêter un stream. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Merci infiniment. Oh, ils mettent de la lumière. Genre, vas-y, arrête tes conneries. Merci à vous tous. Il est 7h12 minutes et 43 secondes. Je vois bien. Ah, voilà que quelqu'un prend une photo. Voilà, festival imprimé, regardez, voilà, ça c'est bien, voilà, ça c'est les vrais travailleurs, ils sont là, regardez, il n'y a plus personne, il y a que les travailleurs, les techniciens, il faut que je les laisse bosser. Merci à vous toutes, à vous tous, on se retrouve lundi 18h, Uriel, c'est nouveau, c'est arrivé ce matin, avec Antoine Chevrolier, notre ami Antoine, réalisateur du film La Pampa. Allez le voir, allez-y demain, demain dimanche. Et lundi soir, 18h, Antoine Chevrolier sera avec nous au poste. Mardi, je crois que c'est Mathilde Larère. Merci à vous tous. Je vous rappelle que nous ne pouvons exister que grâce à votre soutien financier, c'est-à-dire vos dons. Merci, même 5 euros par mois, même 1 euro par mois, même 10 euros, ce que vous pouvez. Voilà, merci beaucoup. J'arrête. Allô Houston, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous filer un petit coup de main. J'envoie les crédits. Non, j'envoie pas les crédits. C'est trop beau comme ça. Il faut savoir arrêter un stream. Attention. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La riposte, c'est vous. Donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr.